Une hausse de 30% du lithium en 6 mois fait basculer un pays longtemps perçu comme périphérique dans l'arène stratégique mondiale. Ce qui n'était hier qu'un potentiel minier marginal devient soudain un levier central, capable de remodeler les rapports de force économiques, sécuritaires et diplomatiques autour du Mali. Que dit cette recomposition accélérée du pouvoir et jusqu'où Ibrahim Traoré est-il prêt à aller pour préserver la souveraineté nationale face aux convoitises extérieures? Un nouvel équilibre, fragile mais déterminant, est en train d'émerger. Ce récit propose une lecture structurée d'une séquence souvent commentée mais rarement comprise dans sa cohérence interne. Le bénéfice pour le lecteur est clair: comprendre comment des données minières, des choix politiques et des pressions extérieures s'imbriquent pour produire un rapport de force inédit. L'enjeu dépasse la seule hausse des prix du lithium. Il touche à la capacité d'un État à transformer une contrainte mondiale en opportunité stratégique, tout en absorbant les chocs économiques, diplomatiques et sécuritaires qui en découlent. Derrière chaque décision prise en 2025 se cache une logique précise, parfois invisible dans les discours officiels, mais lisible lorsqu'on relie les signaux économiques aux dynamiques de terrain. Ce fil narratif n'a pas pour objectif de trancher idéologiquement, mais d'exposer les mécanismes à l'œuvre. Pourquoi certaines mesures jugées radicales apparaissent soudain cohérentes et comment elles redéfinissent les marges de manœuvre du Mali? En filigrane, une question persiste. Jusqu'où une stratégie de souveraineté peut-elle tenir face à des intérêts internationaux structurés? Et à quel coût réel pour la population? Deux chiffres suffisent à reconfigurer la lecture de la crise malienne. Près de 100 000 tonnes de lithium confirmées en janvier 2025 et une hausse simultanée de 30% des prix mondiaux en 6 mois. Pris isolément, ces données semblent techniques. Mises en regard, elles expliquent pourquoi le Mali cesse d'apparaître comme périphérique pour devenir un nœud énergétique que les acteurs internationaux ne peuvent ignorer. Cette courte révélation narrative éclaire la cohérence d'événements souvent décrits comme abrupts. Dès les premiers mois de 2025, une accumulation de signaux faibles apparaît autour des zones minières stratégiques. Des survols inhabituels sont signalés, des mouvements discrets se multiplient et des tentatives d'approche émergent sous couvert de missions techniques. À ce stade, rien de spectaculaire, mais un faisceau d'indices convergents indique que la valeur du lithium malien a déjà été intégrée dans des calculs extérieurs. C'est ici que les décisions associées à Ibrahim Traoré prennent une autre dimension analytique. Elles ne relèvent plus d'une réaction isolée, mais d'un verrouillage progressif du territoire face à une concurrence internationale active. Fermeture des frontières, révision des règles minières, taxation exceptionnelle des profits étrangers. Chaque mesure s'inscrit dans une chaîne causale dont le point de départ se situe clairement sur les marchés mondiaux du lithium. En reliant les données économiques aux dynamiques locales, une architecture cohérente émerge. Les pressions diplomatiques, les propositions d'exploitation accélérée et les incursions signalées sur le terrain ne sont pas des anomalies, mais les manifestations visibles d'un processus latent. Le Mali n'est plus seulement un espace de projection géopolitique. Il devient un point d'ancrage stratégique où se croisent intérêts énergétiques, sécurité territoriale et souveraineté politique. Ainsi, la séquence de 2025 ne peut être comprise sans ce double déclencheur chiffré. Il transforme la lecture des faits et prépare le terrain des choix qui suivent, en plaçant la question des ressources au cœur du rapport de force. Pour comprendre comment la transformation du Mali s'est enclenchée avant les décisions spectaculaires, il faut suivre
ceux qui ont observé les premiers frémissements sur le terrain. Officiers locaux et responsables communautaires et chefs traditionnels décrivent des scènes similaires au début de 2025, de petites unités étrangères circulant discrètement près des gisements stratégiques, souvent sous couvert de missions techniques ou de simple reconnaissance. Ces acteurs de terrain, rarement cités, deviennent pourtant des guides essentiels pour lire la logique interne des événements. Leurs témoignages révèlent une intensification progressive des pressions extérieures. Dans certaines zones minières, des groupes communautaires formés à la défense locale signalent des incursions visant à cartographier les accès. Ailleurs, des autorités coutumières reçoivent des propositions de partenariat accompagnées de compensations financières, signe que la compétition économique s'installe bien avant toute annonce officielle. Ces fragments, et mis bout à bout, montrent que la ressource n'est plus perçue comme un potentiel futur, mais comme un enjeu immédiat. Deux micro-cas illustrent ce basculement. Près d'un site stratégique, des équipes locales observent une hausse inhabituelle des survols non identifiés. Plus au sud, un collectif communautaire rapporte avoir été approché pour faciliter des projets d'exploitation accélérés. Chaque épisode, pris isolément, pourrait sembler anecdotique. Ensemble, ils dessinent d'une pression diffuse mais constante. Ces impacts précoces transforment la lecture des choix politiques à venir. Ils déplacent la question centrale. Il ne s'agit plus seulement de réagir, mais d'anticiper une confrontation déjà engagée. La souveraineté commence souvent avant les décisions visibles. Au début de 2025, le Mali subit encore les pressions extérieures. Quelques mois plus tard, il les affronte frontalement. Cette bascule ne se fait ni en un jour ni par un seul geste, mais par une succession d'actes qui, mis bout à bout, forment une trajectoire stratégique lisible. Au printemps, les premières tensions se cristallisent autour de l'exploitation minière. En avril 2025, Bamako annonce l'application d'une taxe exceptionnelle de 20% sur les profits étrangers issus des activités minières. Présentée comme une mesure technique, la décision agit en réalité comme un signal politique. Elle indique que l'État entend reprendre la main sur la valeur générée par ces ressources. Les entreprises multinationales réagissent immédiatement. Certaines menacent de suspendre leurs opérations, d'autres cherchent à négocier des exemptions. Le gouvernement reste inflexible, acceptant un isolement temporaire qu'il juge préférable à une perte de contrôle durable. À mesure que l'année avance, la pression monte d'un cran. En juin 2025, des rapports font état de groupes armés étrangers tentant de s'infiltrer dans les régions minières sous prétexte de sécurisation d'intérêts économiques. Les autorités renforcent alors la présence sécuritaire locale et mobilisent les communautés riveraines. Cette implication directe des populations marque un tournant. La protection des sites miniers n'est plus seulement une affaire d'État, mais une responsabilité partagée. Ibrahim Traoré, jusque-là mentionné en arrière-plan, commence à incarner publiquement cette ligne de fermeté. Le point culminant survient à l'automne. En septembre 2025, la décision de fermer totalement les frontières est annoncée. Le 10 octobre, elle entre en vigueur malgré les critiques internationales. 5 jours plus tard, une tentative d'intrusion armée à la frontière devient un symbole. L'affrontement est bref, asymétrique, mais son impact est majeur. Les forces maliennes repoussent l'incursion, envoyant un message clair. Le territoire et les ressources ne sont plus ouverts par défaut. Les conséquences ne tardent pas. Les sanctions et les condamnations diplomatiques se multiplient, mais sur le terrain, le soutien populaire s'affirme. Pour de nombreux Maliens, ces mesures ne relèvent plus d'un affrontement abstrait avec l'extérieur, mais de la défense d'un patrimoine national tangible. La séquence de 2025 transforme ainsi
la perception du pays. Le Mali n'est plus vu uniquement comme un espace vulnérable, mais comme un acteur capable de fixer ses propres lignes rouges. Cette dynamique prépare la phase suivante, celle où les chiffres et les résultats concrets viennent tester la solidité de cette stratégie. Avant 2025, le lithium malien était marginal. Après 6 mois, il devient un actif stratégique mondial. Ce passage d'une ressource secondaire à un levier central se mesure à travers quelques indicateurs clés qui donnent une épaisseur concrète aux décisions politiques prises au cours de l'année. Un premier indicateur s'impose, près de 100 000 tonnes de lithium confirmées en janvier 2025. Ce volume place le Mali dans une catégorie stratégique crédible sur le marché mondial. Un deuxième indicateur confirme la tendance, une hausse de 30% des prix mondiaux du lithium en 6 mois. Cette progression reflète une tension structurelle liée à la transition énergétique globale. Un troisième indicateur éclaire la dimension intérieure, un soutien populaire estimé à 60% en faveur des mesures de contrôle. Ce chiffre traduit une légitimité interne malgré les coûts économiques immédiats. Ces données, prises ensemble, dessinent une trajectoire qui dépasse la simple performance économique. Elles montrent comment un État peut transformer une conjoncture mondiale en ressources politiques. L'augmentation des prix ne crée pas mécaniquement de la souveraineté. Elle ouvre une fenêtre d'opportunité que seules des décisions structurées permettent d'exploiter. Dans le cas malien, cette fenêtre est utilisée pour redéfinir les règles d'accès, de taxation et de redistribution. Les effets se lisent aussi dans les mécanismes mis en place en parallèle. La création d'un fonds souverain alimenté par les revenus miniers vise à internaliser la valeur auparavant captée par des acteurs extérieurs. Les investissements annoncés dans les infrastructures et la formation technique cherchent à ancrer les bénéfices dans le tissu local. Cette logique quantitative devient ainsi un outil de projection politique, non une fin en soi. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les chiffres sont utilisés comme argument de légitimation. Ils servent à répondre aux critiques internationales en opposant des données tangibles à des accusations abstraites. Cette stratégie comporte des risques. Une dépendance excessive aux ressources expose le pays aux fluctuations du marché. Toutefois, en 2025, le pari malien repose sur une lecture précise du contexte. Mieux vaut assumer une volatilité maîtrisée que rester dans une dépendance structurelle. Ainsi, les preuves chiffrées ne racontent pas seulement une amélioration ou une dégradation. Elles traduisent un changement de posture. Le Mali passe d'un rôle passif à une position où les données deviennent des instruments de négociation et de souveraineté. La question n'est plus de savoir si les chiffres sont impressionnants, mais s'ils peuvent soutenir durablement la stratégie engagée. La stratégie malienne autour des ressources minières suscite deux lectures opposées, chacune reposant sur une logique interne solide. Les comprendre est indispensable pour évaluer la portée réelle des décisions prises en 2025. Premier argument défendu par les partisans de la ligne dure. Selon eux, la fermeture des frontières et la taxation exceptionnelle des profits étrangers constituent des mesures de défense nécessaires. Dans un contexte où le lithium devient un actif stratégique mondial, laisser perdurer des cadres d'exploitation dominés par des acteurs extérieurs reviendrait à renoncer à toute souveraineté économique. Les, les signaux observés sur le terrain, pression diplomatique, tentative d'accès accéléré aux gisements, incursions discrètes, sont interprétés comme la preuve que la compétition est déjà engagée. De ce point de vue, la fermeté affichée par l'État malien apparaît non comme une provocation, mais comme une réponse proportionnée à un environnement géopolitique devenu hostile. Deuxième argument, porté par les critiques de cette stratégie. Ils estiment que l'isolement progressif du Mali comporte des risques majeurs.
La fermeture des frontières et la détérioration des relations diplomatiques pourraient freiner les investissements nécessaires à la modernisation des infrastructures et à la diversification économique. À moyen terme, cette trajectoire pourrait accroître la dépendance du pays à un nombre limité de partenaires et accentuer sa vulnérabilité face aux chocs extérieurs. Pour ses opposants, une ouverture contrôlée et des compromis négociés offriraient une marge de manœuvre plus large que la confrontation directe. La réponse aux critiques s'appuie toutefois sur les données observables. La stratégie malienne ne repose pas sur un repli idéologique, mais sur un séquençage. Les mesures de fermeture et de contrôle visent d'abord à rééquilibrer le rapport de force avant toute réouverture éventuelle. Les indicateurs économiques et le soutien populaire suggèrent mais que cette phase de verrouillage bénéficie d'une légitimité interne suffisante pour être soutenable à court terme. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'objectif n'est pas l'isolement permanent, mais la création de conditions de négociation plus favorables. La viabilité de cette approche dépendra moins de l'intensité des critiques que de la capacité à transformer cette fermeté initiale en levier durable. Au cœur des tensions de 2025, un geste administratif en apparence discret modifie profondément la dynamique, la création d'un fonds souverain national alimenté directement par les revenus miniers. Annoncé à la mi-année, ce mécanisme ne se limite pas à une innovation financière. Il transforme une posture défensive centrée sur la protection des frontières et des sites en une architecture de reconquête interne orientée vers la redistribution et l'investissement. Jusqu'alors, les décisions maliennes semblaient répondre à des pressions extérieures successives. Avec ce fonds, la logique s'inverse. La valeur issue des ressources n'est plus seulement préservée, elle est internalisée puis réaffectée à des priorités définies localement. Infrastructures, formations techniques et programmes communautaires deviennent les vecteurs concrets d'une souveraineté mesurable et non déclarative. Ce point médian éclaire autrement les choix précédents. La fermeture des frontières et la taxation exceptionnelle apparaissent comme des préalables nécessaires, destinés à sécuriser la ressource avant sa mise en circulation interne. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré cesse d'être perçu uniquement comme une figure de résistance. Il s'inscrit désormais dans une logique de structuration où le contrôle précède la redistribution. Le récit change alors d'échelle. La question n'est plus seulement de repousser les convoitises, mais de savoir si cette bascule institutionnelle peut soutenir dans la durée une transformation économique réelle. Les décisions prises en 2025 commencent à produire des effets tangibles, perceptibles à des niveaux très différents. Ce qui était d'abord une posture stratégique devient une réalité, vécue par plusieurs catégories d'acteurs, chacune confrontée à des coûts et à des bénéfices distincts. Pour l'État malien, la conséquence immédiate est un renforcement du contrôle. La fermeture des frontières et la refonte des règles minières réduisent les marges d'action des acteurs extérieurs. Cette reprise en main s'accompagne toutefois d'une exposition accrue aux pressions diplomatiques et aux sanctions. Le pouvoir central accepte ce risque considérant que la capacité à fixer des lignes rouges claires constitue un gain stratégique en soi. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré incarne une autorité qui privilégie la lisibilité du cap à la recherche de compromis rapides. Pour les entreprises, en particulier les multinationales du secteur minier, l'environnement devient plus contraignant. Les exigences fiscales et réglementaires modifient les calculs de rentabilité. Certaines sociétés suspendent leurs projets, d'autres tentent de s'adapter en nouant des partenariats locaux. Cette phase de reconfiguration crée une incertitude à court terme,
mais elles forcent aussi un rééquilibrage des rapports contractuels. L'accès aux ressources n'est plus automatique, il devient conditionnel et négocié. Pour les populations locales, les effets sont plus contrastés mais immédiatement perceptibles. Dans les zones minières, les programmes de formation et les investissements communautaires financés par les revenus captés ouvrent des perspectives d'emploi inédites. La baisse du chômage observée dans certaines régions nourrit un sentiment d'appropriation des ressources. En parallèle, des tensions émergent autour de la redistribution, notamment entre communautés. La souveraineté économique, lorsqu'elle devient concrète, pose la question délicate de son partage. Pour la région, enfin, la posture malienne agit comme un signal. Les pays voisins du Sahel observent avec attention cette tentative de redéfinition des règles du jeu. Certains y voient un modèle potentiel de négociation collective face aux puissances extérieures, d'autres redoutent une contagion des tensions. Le Mali, sans le rechercher explicitement, devient un point de référence régional. Cette centralité nouvelle accroît son influence, mais elle l'expose aussi à des attentes et à des pressions accrues. Ces conséquences dessinent un paysage plus complexe que prévu. La stratégie engagée ne produit ni un succès immédiat, ni un échec évident. Elle ouvre un champ d'effets différenciés, dont la cohérence dépendra de la capacité à gérer simultanément contrôle, redistribution et relations régionales. À moyen terme, la trajectoire engagée par le Mali peut évoluer selon plusieurs configurations plausibles. Ces scénarios ne décrivent pas des certitudes, mais des chemins conditionnels, dépendant de choix politiques internes et de réactions extérieures. Si les mécanismes actuels se maintiennent sans escalade majeure, alors une stabilisation progressive devient possible, le contrôle des ressources reste ferme, tandis que le fonds souverain commence à produire des effets visibles sur les infrastructures et la formation. Les tensions diplomatiques persistent, mais elles sont contenues à un niveau gérable. Dans ce cadre, la croissance demeure modérée et inégale, avec des avancées localisées dans les zones minières. La stratégie d'Ibrahim Traoré conserve une légitimité interne suffisante pour éviter des ruptures sociales majeures, sans pour autant dissiper toutes les fragilités. Si le Mali parvient à transformer sa fermeté initiale en plateforme de coopération régionale, alors une dynamique plus favorable peut émerger. Des accords avec des pays voisins permettent de mutualiser certaines infrastructures et de coordonner les politiques de ressources. Le fonds souverain devient un outil crédible de redistribution, renforçant la confiance des populations et attirant des partenaires régionaux. Dans cette configuration, la souveraineté affichée cesse d'être perçue comme un repli et devient un levier d'intégration alternative. Le pays gagne en influence sans dépendre exclusivement d'acteurs extérieurs dominants. Si, en revanche, les sanctions et les pressions internationales s'intensifient, alors le coût de l'isolement augmente rapidement. Les investissements se contractent et la croissance ralentit et les tensions sociales s'exacerbent autour de la redistribution des ressources. Des acteurs armés exploitent les fragilités sécuritaires, en particulier dans les zones minières. La confiance populaire, bien qu'encore présente, commence à s'éroder face aux difficultés économiques concrètes. Dans ce cas, la stratégie initiale est mise à l'épreuve non par l'extérieur seulement, mais par ses limites internes. Ces trois scénarios rappellent une même constante. La réussite dépend moins de l'intention affichée que de la capacité à ajuster la trajectoire sans renoncer aux objectifs fondamentaux. Au-delà des indicateurs macroéconomiques et des équilibres géopolitiques, les décisions prises depuis 2025 se traduisent par des effets concrets dans la vie quotidienne. Ces effets, parfois discrets, touchent directement plusieurs groupes, dont les préoccupations se rejoignent rarement dans les débats officiels. Pour les jeunes générations maliennes, l'enjeu est d'abord celui de l'accès à un avenir professionnel crédible.
Les programmes de formation technique liés au secteur minier et énergétique ouvrent des perspectives inédites dans des régions longtemps marginalisées. Chaque session de formation représente plus qu'un apprentissage. Elle incarne la possibilité de rester, de travailler localement et de participer à une dynamique nationale plutôt que de chercher des opportunités ailleurs. Pour les communautés vivant à proximité des gisements, les changements sont tangibles mais ambivalents. Les investissements dans les infrastructures locales améliorent beaucoup l'accès aux services essentiels. En parallèle, la question de la redistribution alimente des discussions sensibles. Qui bénéficie réellement des ressources et selon quels critères? Cette interrogation traverse les villages et révèle que la souveraineté économique, lorsqu'elle devient palpable, exige aussi des mécanismes de gouvernance clairs. Les petites et moyennes entreprises locales, longtemps dominées par de grands groupes étrangers, perçoivent une fenêtre d'opportunité. Les nouvelles règles favorisent les partenariats locaux et renforcent la place des acteurs nationaux. Toutefois, cette transition demande une adaptation rapide, souvent coûteuse, qui met à l'épreuve la résilience des entrepreneurs. Pour le lecteur, ces trajectoires croisées rappellent une réalité simple. Les choix stratégiques ne restent jamais abstraits. Ils redessinent des parcours individuels, créent des attentes et exposent à de nouveaux risques. Observer ces dynamiques invite à dépasser les jugements rapides et à s'interroger sur les conditions nécessaires pour que la souveraineté annoncée se traduise en bénéfices durables pour le plus grand nombre. La stratégie engagée depuis 2025 ne peut produire des effets durables sans une mise en œuvre séquencée et lisible. La feuille de route qui se dessine repose sur plusieurs étapes complémentaires, chacune conditionnant la suivante. D'abord, il faut sécuriser et normaliser. À court terme, l'État doit consolider le contrôle des zones minières et stabiliser le cadre réglementaire. Cette phase vise à réduire l'incertitude tant pour les communautés locales que pour les acteurs économiques. Les indicateurs de réussite reposent donc sur la diminution des incidents signalés et sur l'application effective des nouvelles règles. Ensuite, il s'agit de internaliser la valeur. Le fonds souverain devient l'outil central de cette phase. Il s'agit de canaliser les revenus miniers vers des investissements ciblés, identifiables et traçables. La mesure se fait à travers la part des recettes effectivement réinjectées dans les infrastructures, la formation et les services publics. Puis, il devient essentiel de renforcer les capacités locales. Former des techniciens, des gestionnaires et des cadres nationaux permet de réduire la dépendance aux expertises extérieures. Le succès se lie dans l'augmentation de l'emploi local qualifié et dans la montée en compétence des administrations concernées. Enfin, il faudra rouvrir sans céder. Une fois le rapport de force rééquilibré, des partenariats sélectifs peuvent être envisagés. Cette réouverture conditionnelle repose sur des contrats révisés et des mécanismes de contrôle renforcés, évalués par leur conformité aux objectifs nationaux. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route ne promet pas des résultats immédiats. Elle propose un chemin mesurable, où chaque étape sert de test à la cohérence entre souveraineté affichée et transformation réelle. Revenir aux premiers témoins de 2025 permet de mesurer le chemin parcouru. Les officiers locaux, les responsables communautaires et les chefs traditionnels qui observaient, en silence, les mouvements discrets autour des gisements voient aujourd'hui leurs inquiétudes prendre sens. Ce qu'ils percevaient comme des signaux diffus s'est transformé en une stratégie assumée, visible à l'échelle nationale et internationale. Dans les zones minières, le sentiment dominant n'est plus seulement la crainte de l'ingérence, mais une forme de fierté prudente. Les infrastructures émergentes, les formations techniques et les emplois créés matérialisent des décisions longtemps abstraites.
Le quotidien reste marqué par des tensions et des attentes, mais l'idée que les ressources puissent servir d'abord les communautés locales n'apparaît plus irréaliste. La figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette transition comme un symbole, mais non comme l'unique moteur. La dynamique engagée repose sur une convergence fragile entre volonté politique et appropriation populaire. C'est cette articulation qui donne sa profondeur au récit, bien au-delà des annonces et des discours. La souveraineté se construit quand le terrain y croit. Cette phrase résume l'enjeu central. Les choix opérés depuis 2025 ne garantissent ni succès immédiat, ni stabilité totale. Ils ouvrent cependant un espace inédit où un pays longtemps décrit comme dépendant tente de redéfinir sa place. Ce moment charnière, encore en devenir, laisse une question ouverte. Cette confiance naissante pourra-t-elle résister aux épreuves à venir? Ce qui se joue au Mali depuis 2025 dépasse le cadre d'une actualité nationale ou d'un simple débat sur les ressources naturelles. Il s'agit d'un laboratoire politique et économique dont les enseignements résonnent bien au-delà du Sahel. La manière dont un pays choisit de protéger ses richesses, de négocier avec des intérêts puissants et de redéfinir la notion de souveraineté concerne d'une certaine façon toutes les sociétés confrontées à des asymétries de pouvoir. Ce récit n'appelle pas à une adhésion automatique ni à un rejet réflexe. Il invite à observer, à comparer et à questionner. Quels modèles de développement sont réellement viables lorsque les ressources deviennent stratégiques? À quelles conditions la souveraineté économique peut-elle se traduire en bénéfices partagés sans créer de nouvelles fractures internes? La réflexion gagne en profondeur lorsqu'elle est collective. Partager des points de vue, confronter des analyses, écouter des expériences locales permet de dépasser les récits simplifiés. Dans ce cadre, le Mali offre un cas d'étude précieux, non parce qu'il fournirait des réponses définitives, mais parce qu'il pose les bonnes questions. Alors, comment interpréter cette trajectoire en cours? Comme une rupture nécessaire, un pari risqué ou une expérimentation à suivre de près? La discussion reste ouverte,